rien de si laid ni de plus sinistre que cette première zone entourant Paris. À mesure que les pavés avancent, la campagne recule. Et il y a, entre les rues qui finissent et l'herbe qui commence, une région ravagée, une nature massacrée, dont les quartiers nouveaux n'ont pas encore caché les plaies. C'est ainsi qu'à l'époque, Émile Zola décrivait ce qui allait devenir bien plus tard Malakoff. La plaine de Vanves, en ce temps-là, fournit depuis des années les pierres à bâtir qui servent à construire les beaux immeubles de la capitale. Les terrains, éventrés par ces carrières, ne semblent avoir aucune valeur. Des hommes choisissent pourtant d'investir leurs bénéfices en achetant de nombreux hectares qu'ils revendent par lot et à bas prix aux populations parisiennes les plus modestes. Affilié à Vanves, le quartier qui naît rapidement est baptisé, non sans humour, la Nouvelle-Californie du moellon et de la pierre, en référence à la ruée vers l'or qu'avait connue quelques années auparavant l'ouest des États-Unis. Par autorisation spéciale de Napoléon III, la Nouvelle-Californie prend finalement le nom de Malakoff, d'après la tour du même nom, symbole du quartier. Pourtant, en 1870, la tour Malakoff est abattue. Cette catastrophe locale, vécue comme telle par les habitants du quartier, renforce de manière inattendue la cohésion de ceux de Malakoff. La séparation de Vanves et du quartier Malakoff a finalement lieu. Le 8 novembre 1883, fut rendu le décret du président de la République déclarant officiellement Malakoff comme commune à part entière. Les lignes vont partir du centre de Paris pour rayonner sur l'ensemble des territoires français. Et traverser donc les territoires qu'on appelait ceux de la petite banlieue au sud de Paris. Donc elle traverse tous ces grands territoires et elle va traverser également le territoire de Vanves. On a appelé ces territoires de la petite banlieue puisqu'ils ont été, à partir de 1840, enserrés entre le mur des fermiers généraux et celui donc des fortifications de Thiers. Le bouleversement des propriétés dû à ces travaux vont inciter un certain nombre de spéculateurs à acquérir des terrains qui sont évidemment très dépréciés, et découpés en parcelles, alignés le long de voies extrêmement étroites et évidemment sans assainissement, et les revendre donc à ces ouvriers pour qu'ils construisent eux-mêmes leurs maisons. C'est ainsi que, dans des conditions plutôt précaires, a commencé à se développer l'habitat ouvrier dans le quartier de Malakoff, alors isolé du centre de Vanves par la nouvelle voie ferrée. C'était le quartier déshérité de Vanves. Donc, on manquait de tout. Il n'y avait pas l'équipement. Bien sûr, il n'y avait pas l'hôtel de ville, mais peu d'écoles, peu d'installations sportives, pas d'installations culturelles. Donc, à l'origine, Malakoff manquait effectivement de tout. Et il a fallu pratiquement, effectivement, tout construire. Après la séparation avec la commune de Vanves, les premiers équipements publics, mairies, églises, écoles et cimetières apparaissent. La nouvelle commune adopte progressivement une politique d'urbanisation. Malakoff va se doter d'un office en 1929. Et la première réalisation sera cet ensemble de bâtiments, cette forteresse ouvrière de 181 logements, qui est le 14 rue Hoche, qui va être construit par l'architecte communal et qui va être donc livré à la population en 1933. CHBM devait permettre d'offrir un logement salubre à une population ouvrière qui vivait dans des conditions extrêmement déplorables. Le deuxième ensemble est celui de la place du 14 juillet, c'est-à-dire dans la partie nord de Malakoff. Donc la municipalité ouvrière a complètement constitué cette place autour d'un bâtiment de HBM, habitation à bon marché, la poste qui est aujourd'hui fermée et un bâtiment qui servait à une bibliothèque et à une justice de paix qui aujourd'hui n'est plus utilisée. L'urbanisation se développa jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale sur tout le territoire communal jusqu'à la limite de Clamart. La commune prend alors définitivement son caractère urbain. Malakoff, c'est un pays de diversité et nous devons être redevables aux municipalités des années 70 d'avoir protégé les petites maisons, les petites parcelles, surtout en rachetant du terrain, c'est-à-dire en fait en faisant des réserves foncières.
Et ces réserves foncières, elles ont permis aussi de protéger Malakoff des grandes rénovations, comme on a pu le voir, faites par des privés, des entrepreneurs privés, des grandes rénovations qu'on a pu voir sur Issy-les-Moulineaux ou Montrouge. Donc ce n'était pas la politique de la ville de démolir tout Malakoff. À l'origine, aucun plan préétabli ne structurait le développement urbain. La voirie était réalisée au fur et à mesure des nouveaux besoins, à partir des axes préexistants. Il est clair que Malakoff était une commune déshéritée en matière d'équipement et une commune qui n'était pas riche financièrement. Il faut faire des choix. Et, les choix en matière effectivement de services publics, pour la jeunesse, pour l'enfance, pour l'école, ont été prioritaires par rapport aux aspects de la voirie. Près de la moitié du territoire de Malakoff doit être miné. Alors, ce sont des carrières de calcaire grossier et ça pose un problème, effectivement, en matière de construction. Ça a posé des problèmes, dans certains cas, effectivement, d'effondrement sur la voirie. Il faut consolider. Pendant tout un temps, effectivement, la voirie était secondaire, parce que c'était les problèmes sociaux, effectivement, qui étaient prioritaires. Dans les années 50 à 70, l'urbanisation s'intensifie. Elle est marquée par l'apparition d'ensembles collectifs qui se construisent sur les anciens terrains maraîchers. Malakoff est une ville déjà relativement dense, 31 000 habitants, et une ville, ce n'est pas seulement des logements, c'est aussi effectivement les équipements, c'est aussi des emplois. Et si on veut conserver tout ceci, personnellement, je ne suis pas pour qu'on densifie à outrance. Et densifier à outrance, ça voudrait dire raser ces quartiers d'habitat individuel pour construire effectivement des habitations beaucoup plus importantes. Mais personnellement, je ne le souhaite pas et je pense que la qualité de vie à Malakoff y perdrait effectivement beaucoup. Ces 20 dernières années, les sites industriels ont peu à peu cédé la place aux immeubles de bureaux ainsi qu'à de nouveaux petits immeubles collectifs formant le visage actuel de Malakoff. C'est une ville pour laquelle on a une certaine diversité qui est une forme de richesse, qui permet effectivement la cohabitation de logements sociaux avec des secteurs d'habitat individuel, avec des activités. Ce ne sont plus des activités tertiaires. Pour l'essentiel, c'est des bureaux, mais c'est quand même des emplois. Et puis on s'est efforcé effectivement d'améliorer aussi un peu la voirie, de créer des espaces verts dont on était totalement dépourvu. Et je crois qu'aujourd'hui, cette diversité effectivement est une richesse pour Malakoff. Elle permet une certaine cohabitation dont j'ai l'impression que beaucoup de gens apprécient.